Donc, Léo et moi, on a voulu faire des liens entre nos champs d'intérêt et de travail respectifs. Moi, c'est l'alphabétisation populaire, le milieu dans lequel je travaille, et Léo, plutôt les théories queer. Et on a voulu mettre ça ensemble en ce qui regarde l'échec. C'est deux approches qui traitent de l'échec ou qui utilisent l'échec de manière vraiment différente. L'une plutôt au niveau théorique et l'autre plutôt au niveau pratique. Le mélange, dès le début, nous semblait déjà un peu contradictoire, mais on avait l'intuition qu'à l'intersection de ces deux approches, euh, que cette intersection-là pouvait nous éclairer en vue d'une méthode de l'échec. Donc, comment faire l'échec? On voulait donc tenter l'expérience. Puis d'autant plus qu'on est deux personnes trans et queer, donc qu'on vit deux réalités d'échec au genre et à la sexualité au quotidien. Et on s'est dit que le savoir issu de ces expériences-là pouvait aussi être un élément qui nous place en bonne position pour tenter d'aborder une méthode de l'échec. On a donc eu 4 rencontres de discussion, Léo et moi, et on vous a réservé le plus intéressant de ces discussions pour ce panel. Je vais commencer par vous présenter brièvement les approches queer. Moi, j'ai l'habitude de présenter les approches queer parce que je viens du droit, puis personne ne connaît ça en droit. En histoire de l'art, j'imagine que vous avez une petite connaissance de base, mais je vais le faire quand même. Donc, les approches queer tirent leurs racines des mouvements de libération gay aux États-Unis dans les années 70. Donc, ces mouvements avaient pour objectif la libération de toutes les personnes gays et la transformation radicale de la société et de ses structures de genre. Une partie de ces mouvements-là de libération, la partie la plus visible, en fait, est devenue un mouvement de reconnaissance de droits civils et de réforme juridique en favorisant un modèle identitaire des pratiques sexuelles. Les approches queer se forment donc en décalage avec ce mouvement réformateur, critiquant le modèle de l'identité gay comme un modèle d'identité collective unitaire basé sur le particularisme des personnes gays et lesbiennes blanches. Donc, à un niveau plus académique, l'essor du post-structuralisme remet aussi en cause les catégories identitaires et questionne leur utilisation. Ainsi, les approches queer sont historiquement différentes des approches que l'on pourrait nommer LGBT. Si les approches LGBT prennent comme objet d'étude les personnes et les expériences LGBT, qui sont vues comme un groupe identitaire stable, les approches queer se concentrent plutôt sur la construction discursive de ces sujets. Donc, les approches queer s'attardent à relever le caractère performatif, politique ou encore socialement construit du sexe, du genre, de la sexualité et plus largement de l'identité. Donc, les approches queer sont profondément critiques des structures cis-hétéronormatives de la société. Donc, dans la lignée de cette critique de la cis-hétéronormativité, les approches queer que je pourrais dire les plus populaires dans le milieu académique états-unien opèrent depuis le milieu des années 2000 ce que j'appelle un tournant antisocial et qui est exemplifié par les écrits d'auteurs comme Lauren Berlant, Lee Edelman, Jack Halberstam. Donc, ces approches s'intéressent aux affects négatifs de la queerness et conceptualisent celle-ci dans son opposition à l'ordre social. Ces auteurs-là appellent à investir la négativité associée à la queerness. Après tout, queer est une insulte. Et c'est dans ce contexte que certains, comme Jack Halberstam, par exemple, s'intéresseront au concept de l'échec. C'est ainsi que l'échec prend sa place à la fois comme pratique queer, donc comme façon de résister à la cis-hétéronormativité, mais aussi comme sujet d'étude au sein des approches queer dans le milieu académique. OK. On fait un bond dans le temps. On passe des années 70 aux États-Unis, on va dans les années 60 au Québec. C'est dans les années 60 au Québec que l'alphabétisation populaire, comme on la connaît ici, voit le jour. Les réflexions et les pratiques d'alphabétisation populaire, par contre, sont inspirées grandement de l'approche de la pédagogie de l'émancipation de Paulo Freire, qui a vu le jour dans la région du Nord-Est au Brésil. Mais au Québec, c'est dans les années 60 que les commissions scolaires se font donner la tâche, le mandat de faire l'éducation des adultes. Elles le font, mais de manière très infantilisante. Euh, et après ça, il y a la création de comités de citoyens qui se donnent eux-mêmes le mandat de faire leur propre éducation. C'est donc comme ça que
des femmes du quartier Pointe-Saint-Charles fondent le premier groupe d'alphabétisation populaire, le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, qu'on peut voir ici en photo, certaines participantes et participants en ce moment du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est des femmes qui, après leur journée au travail et après la journée d'école des enfants, allaient à la même école que leurs enfants avec les petits pupitres, là, leurs genoux, ils touchaient au bout du pupitre et utilisaient le même matériel pédagogique que leurs enfants pour apprendre la lecture et l'écriture. Donc, vous pouvez imaginer à quel point c'était vraiment humiliant, là. Elles ont créé leur propre organisme et leur propre approche. Donc, l'approche d'alphabétisation populaire, contrairement aux approches des commissions scolaires, n'est pas une approche de rescolarisation. Donc, ce n'est pas basé sur l'apprentissage structuré du code écrit, mais c'est une approche d'éducation populaire. C'est-à-dire, c'est une approche qui vise la mise en place d'un processus collectif d'autonomisation et d'émancipation des personnes peu alphabétisées à travers l'outil de la lecture et de l'écriture. C'est une approche andragogique qui est basée sur le respect du rythme des participantes, qui est basée sur le partage des pouvoirs entre le groupe et les animateurs, animatrices, la valorisation des capacités, des savoirs et de la culture des personnes peu alphabétisées. C'est une approche qui est unique en éducation des adultes. Encore aujourd'hui, les groupes d'alphabétisation populaire sont autonomes vis-à-vis des commissions scolaires. Les commissions scolaires font toujours de l'alphabétisation, mais ne font pas de l'alphabétisation populaire. Et c'est de cette autonomie-là de financement et aussi de mission que provient leur originalité de l'approche des groupes d'alphabétisation. Bon, bien sûr, là, dans les pratiques réelles des groupes d'alpha, ce n'est pas aussi clair et coupé au couteau. Donc, les groupes ont des visions différentes sur ce qu'est, ce que devrait être l'alphabétisation populaire, mais pour le bien de ce panel, on va parler de l'alphapop comme étant une praxis éducative mobilisée autour des enjeux sociaux touchant les conditions de vie des personnes peu alphabétisées. Ça, c'est une citation de Audrey Dahl, qui est chercheuse à l'UQAM et qui travaille beaucoup à faire des recherches sur l'alphabétisation populaire. Merci, Alex. Donc, au vu de ta présentation de l'alphabétisation populaire, comment est-ce que le concept d'échec rejoint les pratiques en alphabétisation populaire? Cool, merci. Au cours de nos discussions, Léo et moi, on a fait la distinction entre 3 types d'échecs. On a fait la distinction entre l'échec comme affect, l'échec identitaire et l'échec social. En alphabétisation populaire, l'échec comme affect représente le sentiment d'échec que les participantes vivent au contact du code écrit. Donc, en situation d'écriture ou de lecture, les gens vivent un sentiment d'échec là, sur le coup. Après ça, il y a l'échec identitaire. Ça représente comme la cristallisation de l'affect de l'échec en identité négative. C'est l'intériorisation des oppressions vécues au quotidien par les personnes peu alphabétisées. Ça devient la honte là, de ne pas savoir lire puis écrire, puis la honte aussi de vivre des obstacles au quotidien à cause de ne pas savoir lire et écrire. Puis sans vouloir parler au nom des participants, participantes, là, moi, je ne suis pas un participant en alpha, je suis un animateur. Nous, c'est quelque chose qu'on observe là, et avec lequel on travaille, cette identité négative. Puis à la fin, il y a aussi l'échec social. L'échec social, c'est le constat des structures inéquitables qui créent l'analphabétisme et la pauvreté, ainsi que tous les autres obstacles que vivent les personnes peu alphabétisées. Ça, l'échec social, c'est extérieur à la personne. Bien, pour répondre à ta question, l'alphabétisation populaire utilise l'échec à travers 2 approches principales, l'approche de conscientisation et l'approche du langage intégré. L'objectif de l'approche de conscientisation, je ne sais pas c'est qui a parlé de la conscientisation, c'était-tu toi tout à l'heure? Non, je pense que c'est toi, en tout cas. Mais c'est d'aider les participantes de passer de l'échec identitaire, donc du sentiment d'échec, j'ai échoué, je suis analphabète et ça me nuit, au constat de l'échec social qu'elles vivent. Donc, de défaire la honte et associée aux diverses oppressions, puis de constater l'échec social. Puis c'est en se détachant de la honte qu'on peut prendre action sur les éléments qui nous oppriment. Parce que si ce n'est pas de notre faute, puis que c'est de la faute des éléments structurels, là, on a un pouvoir d'agir, on a un levier d'action. L'autre approche, c'est le langage intégré. Ça, c'est vraiment très intéressant et le main focus
C'est une approche qui vise à aborder la lecture et l'écriture simultanément comme étant deux choses interreliées. Ça vise, avant toute chose, là, ça vise à permettre l'expression de la personne participante. L'approche du langage intégré voit le code écrit comme étant un outil de communication, purement. Ça signifie qu'en langage intégré, on écrit en laissant les fautes, on écrit en faisant des fautes de manière tout à fait volontaire. Étant donné que l'objectif, c'est de passer un message, l'objectif, c'est simplement d'être compris, que notre message y passe. S'il y a des fautes, on s'en fout, on les laisse. Donc, on écrit souvent au son. Il y a quelqu'un qui m'a formée en langage intégré, elle s'appelle Martine Filion, elle est coordonnatrice de l'atelier des lettres, et elle appelle ça l'écriture temporaire, l'écriture au son. Voici un exemple d'écriture temporaire. Ça, c'est dans le numéro 172, il y a une petite coquille là, dans le numéro 172 de la revue Moebius. Noémie Pomerleau-Cloutier qui transmet les mots des participantes du groupe qu'elle anime à l'atelier des lettres. Donc, ça dit dans ma main, une enveloppe de béton, un blocage de mots compliqués. C'est trop long. Une tonne de petits caractères anxieux, perdus dans le silence de la langue académique, blessé par les lettres difficiles, j'ai besoin d'aide pour comprendre. Donc, ça, c'est un texte qui a été écrit avec les participantes de l'atelier des lettres. Martine Filion, elle reprend les mots de Guy Boudreau là, quand elle dit que, elle parle du concept de l'erreur, puis elle dit que l'erreur, en langage intégré, c'est une émission d'hypothèse. Est-ce que dans ma main, ça s'écrit comme ça ou d'une autre manière? Puis la personne, quand elle écrit dans ma main de cette manière-là, elle émet l'hypothèse. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Fait que ça devient quelque chose de positif. La personne se demande, ça s'écrit-tu de même, ça s'écrit pas de même? Fait que l'effort d'écrire est déjà tellement significatif pour les personnes peu alphabétisées que nous, les animateurs, animatrices, on ne corrige pas tout de suite là, les erreurs. Certaines personnes vont utiliser l'écriture temporaire, comme on a un exemple ici, pour aller plus loin et corriger, mais beaucoup ne vont pas dépasser le stade de l'écriture temporaire. Donc, il arrive qu'on diffuse, comme dans ce cas-ci, cet exemple d'écriture. Puis la diffusion de l'écriture temporaire, quand elle se ramasse parmi les écrits de personnes lettrées, elle permet de mettre en valeur l'effort que la personne a mis dans l'écriture. Et du point de vue de la personne lettrée qui la lit, ça permet de passer le message de la personne peu alphabétisée. Mais ça fait aussi vivre à la personne lettrée un moment d'incompréhension et de confusion vis-à-vis le code écrit. Donc, c'est pour ça que je vais laisser un petit moment là, pour le lire, parce que les personnes analphabètes vivent ces moments de confusion et d'incompréhension vis-à-vis le code écrit au quotidien en permanence. Donc, qui plus est, on peut faire un lien avec les théories queer. L'erreur ici dévoile la norme. La norme, c'est une culture lettrée qui dévalorise et stigmatise l'expression des personnes peu alphabétisées. Puis on peut voir la diffusion du langage intégré sous l'angle de la performativité. Écrire en langage intégré, c'est échouer en public, c'est être un alphabète en public sans chercher à le cacher. C'est revendiquer le droit d'exister. Et c'est ce type de processus que les animatrices et animateurs en alphabétisation populaire ont décidé de permettre. Toi, Léo, quel apport est-ce que tu trouves que la praxis d'alphabétisation populaire peut amener aux théories queer de l'échec? Déjà, je trouve que les trois distinctions qu'on a faites de l'échec, on peut les retrouver aussi, je pense, dans l'expérience de la queerness. Donc, l'échec comme affect d'avoir des désirs considérés déviants qui ne sont pas dans la norme, ça fait ressentir un sentiment d'échec quand on les ressent en premier. Puis ensuite, l'échec identitaire, c'est d'intérioriser ce senti-là et d'être « Ah, moi, je suis un échec parce que moi, je ne suis pas straight, moi, je ne suis pas hétéro, moi, je ne suis pas cisgenre, donc je suis un échec. » Puis, je trouve ça intéressant après d'y aller avec le concept d'échec social, puis de voir « OK, non, c'est la structure cis-hétéronormative qui me met en position d'échec dans cette situation. Donc, ce n'est pas moi l'échec, mais j'échoue tout simplement au code des structures dominantes. » Puis, donc, j'avais parlé de la conceptualisation de l'échec dans les approches queer, donc comme un échec à la cis-hétéronormativité.
Puis, dans les approches queer académiques, il y a un appel à investir cet échec. Par exemple, avec Lee Edelman dans Queer Theory and the Death Drive, qui appelle à s'identifier avec littéralement la mort. Ben, peut-être pas littéralement, peut-être que je ne comprends pas très bien son propos psychanalyste, mais en tout cas, moi, c'est le message que j'ai reçu. Donc, on parle souvent dans les théories queer de l'aspect affectif de l'échec. Et l'échec comme affect, c'est beaucoup étudié, c'est difficile, de ma part, en tout cas, quand je lis ce genre de texte dans les théories queer, de sentir la capacité politique de l'échec. Puisque tu nommes, Alex, par rapport aux pratiques d'alphabétisation populaire, de plutôt travailler sur l'échec identitaire et l'échec social et d'aller chercher des affects qui sont autres que celui de l'échec. Et c'est quelque chose qui devrait être réfléchi, selon moi, par les approches queer pour politiser l'échec et pas seulement le théoriser. Selon moi, la queerness, c'est une pratique de l'échec, c'est un état de fait d'un échec à l'hétéronormativité. Ce qui m'intéresse dans ce que tu nommes, Alex, c'est les méthodes qui sont utilisées pour travailler cet échec. Donc, par exemple, pour passer de l'échec identitaire à l'échec social. Donc, dans les approches queer, pardon, il y a un appel à investir l'échec, tandis qu'en AlphaPop, ce que tu nommes, c'est plutôt que l'échec, c'est un outil. Donc, je me demande, en alphabétisation populaire, comment est-ce que tu utilises l'échec et comment est-ce que tu fais pour passer de l'échec identitaire à l'échec social? Oui, fait que merci. En discutant, on a trouvé 3 clés méthodologiques issues de l'approche de conscientisation et de l'approche du langage intégré, les 2 approches que je viens de vous présenter, qui peuvent être utiles pour constituer une méthode de l'échec. Donc, on a, tantôt, on a glissé un peu les graines, là, mais on a la clé du plaisir. Donc, l'échec comme affect, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter à tout prix dans la démarche d'alphabétisation populaire, parce que les participantes, en s'engageant dans leur démarche, se mettent dans une situation de vulnérabilité immense, là. Donc, pour amener les gens à s'exprimer, à prendre la parole, à dépasser leur sentiment de honte et prendre conscience de l'échec social, ça prend à vivre d'autres affects que de l'échec, là, vraiment. Ça prend du plaisir vis-à-vis l'expression, vis-à-vis la lecture et l'écriture. On met beaucoup d'emphase sur le plaisir d'être ensemble, sur le plaisir de s'exprimer. Puis j'ai l'impression que le plaisir, c'est aussi une clé importante dans les théories queer, puisqu'on met l'emphase sur le plaisir d'avoir un comportement sexuel déviant qui permet d'outrepasser la honte là, associée à la déviance. Tu me diras si je me trompe. Sinon, après ça, il y a la clé méthodologique de la communauté. Il y a, je vais faire un tout petit parallèle, là. Il y a l'auteur et professeur en études autochtones Glenn Coulthard qui dit que la prise de conscience de la marginalisation implique de vivre beaucoup d'affects négatifs, comme la jalousie, la colère, l'envie, et que la clé, ce serait d'avoir des relations fortes, d'avoir un réseau communautaire fort pour vivre ces affects-là sans les intérioriser, mais plutôt comme les voir comme étant une information extérieure. Donc, une information pas à propos de soi, mais à propos de la société qui te pousse à agir. En ce sens, l'alpha-pop est seulement une pratique de groupe. Donc, il n'y a pas d'alphabétisation populaire one-on-one, là, c'est une pratique de groupe qui implique aussi la création d'un milieu de vie. Donc, les participants s'impliquent dans tous les aspects de l'alphabétisation. Donc, ont des responsabilités. Par exemple, Martine Filion de l'Atelier des lettres. Donc, Martine Filion, elle parlait qu'il y a une personne qui a tout le temps la clé, là, un participant qui ouvre l'atelier des lettres le matin. Il y a tout le temps quelqu'un qui est chargé d'amener de la bouffe. Il y a tout le temps quelqu'un qui met de l'eau aux plantes. Donc, les gens s'impliquent dans la vie de groupe. On prend la parole, on s'exprime dans le groupe et c'est la confiance dans le groupe qui agit comme tremplin pour la prise d'action dans l'espace public. Cette clé est également importante pour les théories queer, j'ai l'impression, mais encore plus pour l'activisme queer, sans se reconnaître en d'autres gens. Je vois mal comment on peut agir. Et enfin, il y a la clé de l'émergence. L'alphabétisation populaire, c'est un outil qui change sans cesse. L'atelier s'adapte tout le temps en fonction du groupe. Donc, souvent, moi, j'ai une préparation d'atelier de prête, mais j'ai
plan 2, plan 3, plan 4, plan 5 en backup, au cas où que le groupe ne veuille pas faire ce que j'ai envie de faire ou au cas où qu'il y ait des émotions qui ressortent avec lesquelles on doit euh, gérer. Là. Pour pouvoir transformer l'échec en source de légitimation, il faut être dans un processus dynamique. Quand tu es dans la position de faciliter ce processus, il faut pouvoir être très flexible pour réussir à lire la dynamique de groupe, pour comprendre les besoins du groupe et aussi pour saisir toutes les fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent pour pouvoir soit mettre en lumière l'aspect collectif d'une expérience ou faire vivre au groupe un moment de solidarité ou suggérer une prise d'action. En ce sens, je sens que cette méthode-là se situe aussi dans la même lignée que le théorie queer de l'échec, parce qu'elle met de l'avant que c'est des échecs qu'on peut faire émerger une nouvelle façon de faire. Oui, c'est ça. Puis j'ajouterais que les théories queer s'attardent tellement à jamais stabiliser l'identité. Et je pense que la même chose peut être dite dans nos façons de faire, dans l'activisme. Donc, la clé de l'émergence peut permettre justement de tout le temps chercher des nouvelles façons de faire à travers les échecs. Donc, pour conclure cette présentation, donc, je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressé de parler avec Alex de son travail, puis de faire les liens avec mes propres intérêts académiques. J'espère qu'on a bien réussi à faire les liens avec vous aussi. Donc, c'est ça pour conclure. Moi, ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est d'envisager des théories queer qui prennent en compte l'existence d'un sujet queer analphabète. Et de valoriser aussi des méthodes queer matérialistes, donc les approches queer que j'ai présentées dans la présentation aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, les approches queer les plus populaires. Donc, c'est celles qui génèrent le plus d'entrain dans l'académie. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a toujours des contestations, il y a toujours des théories queer qui sont générées à l'extérieur de l'académie. Mais ce qu'on remarque dans le milieu universitaire, c'est des théories queer ancrées dans des mouvements plus post-structuralistes. Et ce qui est super intéressant au niveau de la théorie, ce qui je pense est important, mais il manque de méthode et il manque d'un rapport au vécu matériel des personnes queer. Oui, puis si moi aussi je peux conclure, moi ce que ça m'a fait ressortir de nos discussions, c'est ben, j'y vois encore la nécessité d'un plus grand financement pour les groupes d'alphabétisation populaire et aussi une mise de l'avant de la conception de l'alphabétisation populaire comme étant une praxis d'émancipation plutôt qu'une simple pratique d'alphabétisation. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'études là, sur les besoins des personnes queer trans en alphabétisation populaire. Moi, j'en connais des personnes queer trans analphabètes ou peu alphabétisées, mais qui n'ont pas de contact avec le milieu de l'alphabétisation populaire parce que ce n'est pas un milieu qui est réfléchi pour répondre à leurs besoins.